France Bardon, Le chemin de la vraie initiation magique, 20, deuxième partie, la pratique. Cours en 10 degrés théorie et pratique, degré 8, volet 2. Formation magique de l'âme, 8. Le grand présent. Celui qui est arrivé jusqu'à ce degré de la formation doit être scrupuleusement attentif à sa pensée, particulièrement à sa pensée plastique. La faculté de concentration, éveillée par les longs exercices, produit par le pensée plastique dans l'akasha des images pénétrantes qui sont très fortement animées et qui essaient de se réaliser. Que l'on n'ait par conséquent constamment que des pensées nobles et pures et que l'on essaie de métamorphoser ces éventuelles passions en bonne qualité. L'âme du mage doit du reste être déjà si ennoblie qu'il n'est plus du tout capable de penser mal ou de souhaiter du mal à quelqu'un. Un mage doit être constamment amical, prévenant et secourable, assisté par le parole et l'action, agir avec de larges vues, de grands égards, prévenance et discrétion. Il doit être exempt d'ambition, d'orgueil et de vantardise. Ses passions se reflèteraient dans l'akasha, et étant donné que celui-ci possède l'analogie de l'harmonie, il susciterait lui-même au mage les plus grands obstacles pour empêcher sa formation ultérieure ou même, ce qui serait pire, la rendre tout à fait impossible. Une ascension ultérieure serait alors exclue. Il suffit de se rappeler Zenoni, le roman de Berluer, dans lequel la gardienne du seuil n'est rien d'autre que l'akasha qui veille bien à ce que les grands mystères ne soient pas révélés à des hommes sans maturité et vils. Même quand il les aurait directement copiés, l'akasha saura troubler un tel homme, le faire douter ou le tenir captif par des retours de fortune pour protéger les mystères de la manière la plus appropriée. Les mystères restent toujours cachés à celui qui n'est pas mûr, même quand ils seraient publiés dans des centaines de livres. Un vrai mage ne connaît ni haine religieuse, ni sectarisme, il sait que chaque religion a son système établi qui doit mener à Dieu, et c'est pourquoi il les respecte. Il sait bien que chaque religion commet des fautes, mais il ne les condamne pas, car chaque dogme sert à la maturité spirituelle de ses fidèles. Par la formation, le mage acquiert le pouvoir de pénétrer avec ses yeux spirituels chaque pensée, chaque acte, chaque action, qu'elle appartienne au passé, au présent ou au futur, de sorte qu'il sera tenté de condamner son prochain. En agissant ainsi, il irait à l'encontre des lois et apporterait la discorde. Un tel mage n'a pas atteint une maturité suffisante et il verra que l'akasha troublera sa voyance et que la maya le dupera. Il doit savoir que le bien et le mal ont leur raison d'être et qu'ils ont chacun à accomplir leur fonction. Un mage ne doit reprendre un homme ou lui reprocher ses faiblesses ou ses fautes que quand il y est invité directement, et le faire de manière à ce qu'on n'y voit pas de blâme. Le vrai mage prend la vie telle qu'elle s'offre à lui, le bien le réjouit et il tire du mal un enseignement, mais il ne baisse jamais la tête. Il connaît ses propres faiblesses et il s'efforce de s'en rendre maître. Il n'entretient jamais des pensées de repentir, car cela est négatif et par conséquent à éviter, il suffit qu'il reconnaisse ses fautes et n'y retombe plus. C'est pourquoi ce serait radicalement faux de s'accrocher au passé et de regretter que le destin l'ait gratifié de ceci ou de cela de désagréable. Seuls des faibles se plaignent interminablement et veulent que l'on ait pitié d'eux. Un vrai mage sait que le rappel des images du passé provoque leur réanimation et la naissance de nouvelles causes suscitant de nouveaux obstacles. Pour cette raison, un mage vit si possible exclusivement dans le présent et ne se tourne vers le passé qu'en cas de nécessité. Pour le futur, il ne fait que les plans les plus nécessaires et renonce à toutes les chimères et à toutes les exaltations, ne dépense pas pour elles inutilement les forces acquises avec peine et il ne donne pas en même temps au subconscient la possibilité de lui susciter des obstacles. Un mage travaille énergiquement à sa formation et n'oublie pas non plus ses devoirs d'état qu'il accomplit tout aussi consciencieusement que les tâches entreprises pour son développement spirituel. Qu'il soit par conséquent sévère envers lui-même. Qu'il soit toujours modeste et discret en ce qui concerne son développement. L'akasha ne connaît ni le temps, ni l'espace, il agit donc en permanence dans le présent, car les concepts du temps dépendent de nos sens. C'est pourquoi il est recommandé au mage de se conformer le plus possible à l'akasha. Il doit reconnaître l'akasha comme le grand présent, penser et agir en conséquence.
La faculté de concentration dépend relativement aux éléments de l'équilibre magique et elle est simultanément le meilleur critère pour savoir quels sont les éléments qui doivent encore être maîtrisés dans le corps astral. Si, par exemple, l'élément feu affecte encore le mage dans le corps astral d'une manière quelconque, il réussira moins bien les exercices de représentation visuelle. S'il s'agit de l'élément air, la concentration acoustique lui sera plus difficile, dans le cas de l'élément eau, la concentration avec la sensibilité et dans celui de l'élément terre, la maîtrise de la conscience. S'il s'agit de ce dernier, par exemple, les voyages mentaux ou les états de transe, où une transposition de la conscience est nécessaire, serait plus difficile à réaliser, et il devrait dans un cas semblable poursuivre avec plus d'intensité les exercices de concentration qui influencent l'élément concerné. Le mage doit enfin continuer et approfondir les exercices de concentration. C'est un signe de l'équilibre magique si toutes les concentrations visuelles, acoustiques, avec la sensibilité et avec la conscience réussissent uniformément. Arrivé à ce degré, le mage doit être en état de retenir une représentation correspondant à n'importe quel élément au moins pendant 15 minutes sans le moindre trouble de l'esprit. Aucune concentration ne doit lui réussir mieux que les autres et il ne doit pas se sentir plus attiré par celle-ci que par celle-là. Si c'était le cas, ce serait un signe certain que l'équilibre des éléments n'est pas encore établi parfaitement dans le corps, l'âme et l'esprit, et l'élève devrait alors s'efforcer d'acquérir l'équilibre magique par des exercices assidus et intensifs. Ne le fait-il pas, toutes les imperfections le gêneront dans les travaux spirituels ultérieurs. À présent suit la formation magique de l'âme de ce degré qui décrit l'or et l'aube des kabbalistes, en outre les fluides électriques et magnétiques ainsi que leur maîtrise. Les fluides électriques et magnétiques. Selon l'enseignement de la partie théorique, 2 fluides principaux existent qui émanent des 4 éléments, à savoir les fluides électriques et magnétiques. Le fluide électrique procède du feu, le magnétique de l'eau. L'air est l'élément médiateur. La Terre est bipolaire, elle comprend par conséquent les 2 fluides et est électromagnétique, au centre, elle est électrique et à la périphérie magnétique. Ces 2 fluides agissent, selon les lois décrites, dans toutes les sphères, dans les sphères mentales et astrales ainsi que dans le monde matériel. Ils sont le fondement de tout ce qui existe. L'étude et la maîtrise de ces 2 fluides doit être notre prochaine tâche, étant donné que par leur maîtrise le mage peut tout obtenir dans toutes les sphères, qu'il s'agisse de la mentale, de l'astral ou du monde matériel. L'action d'un fluide dans une de ces sphères dépend sans contredit de la maturité du mage et de sa capacité à former avec force et décision la cause dans la sphère désirée. Pour travailler avec les 2 fluides, il y a 2 méthodes fondamentales, à savoir les méthodes inductives et déductives. À ce degré, le mage apprend à employer les 2 méthodes. Le fluide électrique entre le premier en considération. La maîtrise du fluide électrique, méthode inductive. L'exercice correspondant peut être effectué assis ou debout, comme cela convient le mieux à chacun. Vous prenez votre position du corps, vous fermez les yeux et vous pensez que votre corps est creux, en outre, que vous êtes le centre d'un ballon de feu, d'une boule de feu qui contient l'univers entier. Vous devez vous représenter l'élément igné incandescent et brillant comme le soleil. Étant donné que vous avez appris à sentir la chaleur pour la projection, en l'imaginant, vous la ressentirez automatiquement à la périphérie de votre propre corps, sans devoir y fixer votre attention. En faisant cet exercice, l'expansion de l'élément feu doit être ressentie dans son propre corps. Vous devez vous représenter que l'élément igné universel presse de la lumière de façon expansive dans votre corps creux. D'autant plus de lumière sera pressée de tous côtés par les pores de la peau dans votre corps de façon expansive que vous vous représentez la sphère de feu universel intensivement et igné, et le corps entier en sera chargé. Vous devez sentir la pression de la lumière dans votre corps et éprouver la sensation qu'il en est gonflé fortement comme un ballon. La pression de la lumière doit se faire de l'extérieur vers l'intérieur. Ce faisant, vous serez saisi d'une inhabituelle sensation de plénitude comme si vous alliez éclater. Lors de cet exercice, respirez calmement, car le mage est tenté, en pressant dynamiquement la lumière, de retenir son souffle, ce qu'il faut éviter à tout prix.
Avez-vous produit une si forte pression de lumière, donc un dynamite de lumière, de sorte que vous croyez presque éclater, vous ressentez simultanément que tout votre corps, particulièrement le bout des doigts, sont chargés d'un fort courant électrique. Imprégnez-vous fortement de cette sensation, car c'est le fluide électrique décrit. Dès que vous avez réussi l'accumulation, faites disparaître lentement au moyen de l'imagination le feu universel jusqu'à ce qu'il s'en soit allé totalement. Imaginez en même temps que la lumière pressée diminue aussi, que la tension faiblit peu à peu jusqu'à ce que tout pâlisse à l'intérieur et à l'extérieur de vous-même ou que tout s'éteigne complètement. Ainsi est accompli le premier exercice de la méthode inductive du fluide électrique. Si vous avez réussi après quelques exercices à acquérir une certaine dextérité pour produire facilement et à volonté le fluide électrique, effectuez une imprégnation de désir du fluide électrique. Vous n'avez qu'à vous représenter que la lumière pressée en vous, plutôt le fluide électrique contenu dans la lumière, augmente et fortifie vos forces actives dans l'esprit, l'âme et le corps. De cette manière, vous pouvez éveiller de l'extérieur vers l'intérieur, donc en vous, toutes les facultés, les qualités, etc., actives appartenant aux éléments feu et air. Vous avez, par exemple, la possibilité d'augmenter votre volonté, votre foi et votre puissance sur les éléments de façon surnaturelle. Le rayon d'action de votre force et de votre puissance acquise ainsi ne saurait du tout être décrit avec des mots, et vous vous en convaincrez le mieux par votre propre expérience. Au degré précédent, j'ai toujours indiqué combien il est nécessaire d'ennoblir son âme, d'être libre de passion et de s'efforcer d'obtenir l'équilibre magique. Si un homme passionné, qui n'a pas obtenu le plein équilibre magique, effectuait cet exercice et les suivants, il ne ferait qu'augmenter encore ses passions par l'activation. Alors il serait à peine en état de maîtriser ses passions, et elles pourraient lui être fatales. Chacun comprendra que ces avertissements ne sont pas des mots vides de sens ou des sermons. Un homme parfaitement pondéré n'a rien à craindre. Au contraire, il a la possibilité de s'élever et il est alors en mesure de réaliser ses plus hauts idéaux. La maîtrise du fluide magnétique, méthode inductive. Le procédé avec ce fluide est exactement le même. Vous êtes assis dans la position asana et vous pensez que vous êtes vide comme un ballon de caoutchouc et capable de recevoir en vous le fluide magnétique. À présent, fermez les yeux et représentez-vous que l'univers entier est rempli d'eau et que vous êtes en son centre. Vous ressentirez automatiquement l'humidité et la froideur à la périphérie de votre corps, et vous ne devez pas fixer toute votre attention sur cela, mais vous imaginez que votre corps absorbe, comme une éponge sèche plongée dans l'eau, la force magnétique de l'élément à queue universelle. Cet exercice d'imagination doit être continuellement intensifié, jusqu'à ce que vous ressentiez en vous un dynamite semblable à un pneu très gonflé, et que vous sachiez par conséquent qu'une plus grande pression n'est plus possible. Ce faisant, vous ressentez le fluide magnétique comme une force contractante et attirante. Si vous avez atteint par cet exercice le maximum d'accumulation de force magnétique, laissez peu à peu votre représentation se fondre dans le néant et dissolvez dans l'infini la force magnétique accumulée en vous. Pouvez-vous bien distinguer après quelques exercices les différences entre les fluides électriques et magnétiques? Vous avez la possibilité, comme pour le fluide électrique, de fortifier en vous les facultés appartenant aux éléments eau et terre, comme, par exemple, les facultés médiates, la voyance, la psychométrie, la lecture des pensées, l'écriture médiate, etc. Moins. La maîtrise du fluide électrique, méthode déductive. On ne peut travailler selon cette méthode que lorsqu'on maîtrise les deux méthodes précédentes. La méthode déductive est semblable à l'inductive, mais elle se pratique en sens inverse. Par la respiration pulmonaire et cutanée ou par les deux sortes, éventuellement aussi simplement par l'imagination, pressez l'élément feu de l'univers dans votre corps selon le procédé que vous avez appris pour l'inspiration des éléments et leur pression. Lors de l'accumulation de l'élément feu, vous n'avez pas besoin de fixer beaucoup votre attention sur la chaleur, car elle est automatiquement ressentie. Il résulte de l'élément pressé une énorme expansion qui produit dans le corps un fort rayonnement vers l'extérieur du fluide électrique que ressent surtout la peau de tout le corps, comme lorsqu'on est traité par une machine électrique ou un appareil à haute fréquence.
Par la répétition et l'augmentation de la pression de l'élément, le rayonnement du fluide électrique devient de plus en plus fort, pénétrant et stable, il devient même si condensé qu'il peut être vu et senti par une personne non exercée. Cette force peut être accrue au point qu'il soit possible d'allumer une lampe au néon. Ces exercices ne sont pas destinés évidemment à des fins semblables, et de telles expériences ne devraient servir qu'à la persuasion. Habituellement, cette force n'est à utiliser qu'à des fins plus élevées et plus nobles. Lors de cet exercice, le maximum de pression d'un élément, donc le rayonnement maximum, est-il atteint, on redissout alors l'élément feu avec le fluide électrique dans l'univers, le corps devient libre d'éléments, et l'exercice est par conséquent terminé.